Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier parce qu'en regardant, on a vu que vous aviez dépassé largement la barre des 1000 abonnés. On voulait vous remercier, donc nouveau petit format, ça va se présenter en FAQ. C'est mon petit Pedro qui va nous lire les questions que vous nous avez posées sur notre compte Instagram, l'Atelier du Temps, que vous pouvez follow, vous vous abonnez, vous montrez ça à votre femme, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, à votre tante, à votre grand-père, à tout le monde quoi. Je vous parle de tout ça juste après le générique. Donc bon Pedro, raconte-nous ta petite vie, raconte-nous ton histoire, pose-moi des questions. Dans quel modèle investir en dessous de 10 000 €? Bah, dans une poitrine pour ta femme, ça c'est pas mal. Tu vois, si elle en a pas assez, ou sinon tu peux lui faire un cul, ou des lèvres, ou enfin n'importe quoi. Sinon si tu veux investir dans une toquante, bah dans tout sauf Hublot. Non, plus sérieusement, bah, tout ce qui est toutes les premières gammes de chez Rolex, hein, on parle des Explorer 2, comment les 16610, 14060, il y en a encore, et ça se trouve encore soit avec boîte papier, soit sans boîte papier. Grosso modo Rolex, donc voilà, tout ce qui est Rolex en dessous de 10 000, ça va monter. Dans les Speedmaster, moi je crois énormément dans le speed. Cartier aussi, Cartier ça revient vraiment à la mode. Tout ce qui est Universal Genève, les Paul Router, les chronos. Tout ce qui est vraie horlogerie avec mouvement manufacturé et puis montre iconique. Parce que grosso modo, quand tu regardes l'évolution des codes sur l'horlogerie, ça fait que monter. Donc qu'on parle voilà, d'une Cartier Santos à une Datejust, à une Universal Genève Paul Router, tout monte. Donc concrètement, une montre qui te plaît à moins de 10 000, si c'est un vrai horloger avec un vrai emboîtage, avec une vraie histoire, tu peux l'acheter. Tu peux l'acheter parce que la cote monte. Des livres à conseiller? Des bouquins à conseiller. Alors il y a Oui, apprends l'heure. Franklin apprend à lire l'heure. Et tout ce qui est là c'est vraiment de la décoration, on les ouvre jamais. Pour revenir un petit peu au sérieux, le bouquin à conseiller, moi j'en ai pas 50 000, en sachant que réellement, tout ce qui est Mondani, Patrizzi, bah, c'est des belles images, c'est sympa, mais les photos sont pas assez détaillées. Moi je me renseigne beaucoup sur les forums. Si vous voulez apprendre un petit peu plus la montre, il y a Théorie horlogère qui est excellent, qui est le bouquin d'école par, voilà, top. Le bouquin Omega aussi, Voyage à travers le temps, si vous voulez apprendre ce que c'est qu'Omega. Puis si vous voulez apprendre ce que c'est que Rolex, bah, vous avez qu'à aller sur des forums américains et apprendre à parler anglais. Oui, risotto. Non, pas the. La langue entre les dents. The. Non. Parce qu'il n'y a que aux États-Unis où vous avez vraiment des trucs qui sont bien référencés et tout ça. Universal Genève, il y a le site de Amblar qui est exceptionnel. Et puis voilà quoi. Existe-t-il des formations pour adultes en horlogerie? Ouais, il y en a plein. Il y a Objectif Horlogerie. À l'époque, nous, il y avait les cours du soir au Greta. Il y a aussi Gégère Lecoultre qui fait ses masterclass. Alors, ça reste des formations approximatives. Hein. C'est-à-dire que tu fais une formation comme ça, tu n'es absolument pas capable de faire la révision sur ta GMT ou sur la montre que tu as au poignet. Mais ça te permet de savoir un petit peu plus ce que c'est qu'une montre. Ça te permet de voir un petit peu plus le métier d'horloger. Et honnêtement, c'est pas mal. Ta première belle montre? Bah, ça dépend ce que tu appelles une belle montre. Moi, la première montre qui m'a choqué, enfin pas qui m'a choqué, mais qui m'a plu et qui a été un truc un peu... Ouais, je dirais pas un élément décisif, ça a été tout simplement un Chronoswatch Irony. J'avais ça au collège et le truc qui m'éclatait, c'est que c'était pour moi une montre de grand, tu vois. Et voilà, ça a été une des premières montres qui m'a choqué. Et la deuxième, ça a été pour mes 16 ans, en fait. Donc voilà, en traînant un peu à droite et à gauche, je suis tombé sur cette toquante-là et je me suis offert ça à mes 16 piges, les gars. Donc ceux qui s'amusent à raconter que si t'as pas une Rolex avant tes 40 ans, t'as raté ta vie, bah moi j'en ai eu une à 16 ans les gars. Donc voilà, bah, ça a été ma petite Datejust, cadran Sigma, celle-là aussi elle est vachement belle quoi. De 1972, parce qu'à l'époque je collectionnais que les trucs de 72. Cadran gris perle en Sigma, Wattboy, celle-là aussi elle m'a pas mal plu quoi. Et d'ailleurs les copains, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram, l'Atelier du Temps. Allez on y retourne. Et aussi combien de balles à Patek? Alors Patek, combien elle a de balles? Viens ma fille, viens là. Voilà. Alors Zabouche, quand je te dis qu'elle a ce qu'il faut, voilà, on remerciera notre ami Thibaut pour son inscription à Roland Garros et puis pour le kiff de Patek. Tous ceux qui sont venus dans le marché Biron ont pu voir qu'il y a des balles de tennis qui traînent de partout. On remerciera aussi les mecs de la fibre de nous renvoyer les balles à chaque fois qu'ils montent sur le toit parce que Patek pour elle c'est exceptionnel. Mais voilà, Patek a pas mal de balles et c'est pas fini les gars, c'est pas fini. À quand une prochaine vente sur Katawiki?
Alors justement, prochaine vente sur Katawiki, on est en train de vous la préparer avec une quarantaine de lots. On va tout vous réviser, tout vous restaurer, faire des descriptions qui sont longues comme mon Chibrax. Ça normalement, ça devrait voir le jour début. Dans tous les cas, on communiquera dessus. Là, on est en pleine préparation avec Ramon et Pedro. Ça va être assez sexy, voire peut-être même plus sexy que la première vente. Je vous en dis pas plus. Quel Pepsi vintage choisir? 1675, 16700, 16710. Bah, moi, je prendrais une 16750. Je sais que c'était pas posé dans la question, mais pourquoi je prendrais la 16750? Parce que la 16750, c'est la dernière génération avec un verre plexiglas. Et si tu commences la montre vintage, le truc qui est vraiment super cool sur une 16750, c'est que tu as justement la date rapide. La 1675 ne l'a pas. La 16700 est plus intéressante pour moi que la 16710 parce que c'est la dernière génération des GMT Master. Et la 16710 a été beaucoup plus produite. Mais vraiment, s'il y a un truc à suivre, pour moi, c'est la 16750. Parce que c'est un petit peu le truc un peu... On a pris deux montres et bah, tu vois, on les a choqués et ça a fait la 16750. Et paf, ça a fait des chocs à pic. Je parle de la 16700 et de la 1675. Parce qu'on est toujours avec un cadran mat, toujours avec un verre flexible, toujours avec une belle lunette et une belle boîte toute plate. C'est le premier calibre avec la date rapide. On a gagné en alternance, donc on a gagné en précision. Et c'est une montre que j'aime beaucoup. C'est pour un budget encore contenu, hein, qui se comprend entre la 1675 et la 16700. Et sinon, si tu veux vraiment te faire un gros kiff, mettre un billet et avoir une tocante d'exception, tout ce qui est GMT 1675 Gilt, c'est une bombe nucléaire et principalement les montres basées entre 1961 et 1963. On parlera des Suisses, enfin des points d'exclamation, des underlines. C'est la montre avec laquelle vous me retrouvez le plus souvent, ma petite 1675 Gilt Underline. Moi j'ai une patine vraiment Stardust qui est vraiment cool. Et voilà, voilà pour la petite parenthèse dans les GMT. Quelle montre choisir pour une première montre vintage? Oh, pour une première montre vintage, bah nous justement on s'est un petit peu spécialisé là-dessus et on s'est mis justement en première montre à s'acheter quand tu as un petit budget et quand tu veux te faire un kiff. Grosso modo, si tu veux t'acheter une première tocante, tu comptes à peu près 1000 balles. Nous, on a une grosse force de frappe avec Omega, parce qu'Omega, c'est vraiment exceptionnel. Tu as du quali manufacturé, on trouve encore toutes les pièces. C'est assez facile d'en trouver une propre et une belle en plus. Donc Omega, tout ce qui est Universal Genève aussi, moi je trouve ça exceptionnel. Là, on a fait une petite vitrine de Lip. Alors, Lip, c'est pas non plus la plus grande marque de l'année, et si tu as le budget pour mettre un petit peu plus, pars sur Longines. Et Longines va fabriquer des très bonnes montres avec des très bons remboîtages et des très bons mouvements. Après, si tu as un peu plus de thunes pour t'acheter des chronos, pars sur des chronos. Comment estimes-tu une tocante? Quelles sont tes sources? Alors, comment j'estime une tocante? Moi, je regarde beaucoup tout ce qui est résultat de salle des ventes. On se réfère un petit peu à Chrono 24, même si des fois, il y a des prix un petit peu farfelus, mais bon, ça reste une des valeurs sûres du marché. Sinon, c'est vraiment par rapport, pour tout ce qui est Rolex et pour tout ce qui est pièces d'exception, c'est vraiment par rapport à ce que la montre va me faire ressentir. Ça va paraître un petit peu Francis Lalanne, mais c'est vrai. C'est-à-dire l'aspect général de la montre. Si on sent que toutes les pièces sont d'origine, que la montre est née comme ça, il y aura une plus-value. Après, la qualité du polissage, si la montre a été beaucoup polie ou pas beaucoup polie. Donc grosso modo, c'est vraiment par rapport à l'état du cadran, l'état du boîtier, l'état du mouvement. Puis nous, notre idée, c'est pas forcément de vendre le plus cher possible, c'est de vendre vraiment une bonne montre à un bon prix. Quand on regarde ceux qui essayent de monopoliser le marché, de tenir le marché, cherchent toujours des montres avec des cadrans parfaits, des boîtiers parfaits. Nous, on essaie toujours d'avoir des montres le plus raccord possible, c'est-à-dire une bonne montre à un bon prix. Ça, c'est vraiment notre mentalité. Question qui est revenue beaucoup de fois, ouais. Ton parcours et depuis quand aimes-tu l'horlogerie? Alors, moi j'ai découvert l'horlogerie, je dirais, tôt mais tard. Moi j'ai eu la chance, comme vous avez pu le lire sur la description dans l'atelier du temps, c'est que mon père était un très gros collectionneur d'automobiles. Donc j'ai toujours vécu dans un univers propice à la mécanique. J'ai fait de la motocross très jeune. Je devais être en 3e. En fait, donc j'étais en échec scolaire cuisant, hein, c'était même gratiné. Il fallait vraiment que je me trouve un métier, j'avais pas trop le droit de faire de la mécanique auto parce que mes parents étaient pas vraiment pour. Je trouvais que c'était un petit peu gâché le truc. En fait, mon père, quand j'étais en 3e, c'était à peu près pour ses 40 ans. Il s'est offert une Jaeger-LeCoultre Reverso grande date, standard chez Jaeger, une montre avec une très belle exécution et surtout qui a la particularité pour une Reverso d'avoir un fond squelette. Et en fait, quand il m'a montré cette pièce qui valait à l'époque le prix d'une Porsche, donc j'ai absolument pas compris comment on pouvait être assez con pour mettre le prix d'une Porsche dans une montre. Et c'est quand il m'a montré la finesse du mouvement et ce que c'était que la vraie haute horlogerie
que là je me suis dit ouais, il y a un vrai truc à faire. Suite à ça, heureusement, moi j'ai un lien de famille en Suisse, tout ça, j'ai réussi à rentrer dans un atelier de fabrication qui s'appelle Jean-Laurent Tréléani, que je salue, qui m'a montré justement ce que c'était que les cotes, ce que c'était que la production, ce que c'était que voilà, la finesse de ce métier. Il m'a permis juste après ma troisième de rentrer directement en école d'horlogerie au lycée Diderot à Paris, où j'ai fait 4 ans de formation là-bas. J'ai eu la chance de me faire remarquer par Rolex, qui m'a accompagné durant toute ma formation, durant courant tous les stages que l'on fait dans l'horlogerie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de revenir vers ma passion primitive par rapport au vintage. Et donc je suis rentré dans un atelier avec un maître d'apprentissage qui était quand même assez exceptionnel, que je salue bien bas, Monsieur Benamou, dans la société Watch Time Is It, où là vraiment on travaillait sur des produits vraiment exceptionnels. Après l'obtention de mon diplôme, je me suis un peu cherché, j'ai passé une petite année sabbatique à réparer des bagnoles et à vivre avec les copains en restaurant des caisses. Et en me baladant dans le marché aux puces, je suis tombé complètement amoureux de l'endroit. Et c'est comme ça qu'à 19 ans, j'ai décidé d'ouvrir ma boutique, que vous connaissez tous, l'Atelier du Temps, dans le marché aux puces de Paris. Voilà un petit peu pour la petite histoire, mon Pedro. Et depuis 45 ans de métier. Et depuis 45 piges de métier, il y a quoi? Il y a 40 ans de redressage de spirale, 60 ans chez Rolex, 80 ans chez Patek. Voilà, on est des bibles, les gars. On est des bibles. De combien de personnes est constituée l'équipe? L'équipe, oula, on est beaucoup. Alors, déjà, il y a moi. Il y a vraiment moi. Il y a moi. Il y a Patek. On va parler par rapport à la hiérarchie un petit peu. Donc il y a moi, le soleil, qui brille, tu vois. Il y a Patek, voilà, qui brille sur les autres, sur tous ceux qui sont en dessous. Il y a Thomas, mon petit Tomiche qui est là depuis un sacré bout de temps, qui est mon bras droit, mon associé, mon petit frère, voilà, qui est mon Tomiche, quoi. Après il y a mon Boubou. Boubou qui nous a rejoint en apprentissage depuis cette année. Excellent horloger. Il y a Pedro qui tient la caméra, qui s'appelle réellement Maxime. Ramon, parce que c'est Ramon et Pedro, sont deux rigolos, qui lui s'occupe de vraiment tout ce qui est la relation client, tout ce qui est commerce, tout ça. Sans oublier, parce qu'il n'y en a qu'une, et il faut la citer, notre Sarah internationale, où on est vraiment fiers de sa progression parce que elle a commencé en bas et puis là elle a réussi à vraiment marquer des points cette année et on croise les doigts pour ton diplôme. T'inquiète, tu vas l'avoir avec mention. Et on a aussi des apprentis. Un apprenti, je citerai Robin et PE, deux mecs complètement chabrocs. Et puis après en stagiaire, on a eu cette année le petit Riton, on a eu le petit Yoni, on a le petit Saïd, on a quand même une sacrée équipe. Et donc voilà, donc ça fait un joli bordel pour notre petit local de 38 mètres carrés, mais on s'entend vraiment bien. Qui a la plus grosse? Qui a la plus grosse? Qui a la plus grosse? Le plus gros culot, ça va être Sarah, je pense. La plus grosse présence à l'atelier, je crois que ça va être moi. La plus grande gueule, ça doit être moi aussi. Qui a la plus grosse? D'après la mère de Cameron, je crois que c'est lui. Parce que Aurore, on te salue, on l'a noté. Et puis voilà quoi, voilà. Boubou du haut de son 2,20 m doit pas mal être gaulé aussi. et puis voilà quoi. Alors les copains, voilà un petit peu pour la FAQ. Alors on n'a pas pu répondre à tout le monde, hein, parce que concrètement, quand on est harcelé à base de 500, 700 questions, on essaye de faire une petite sélection un peu sympa. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, des trucs un peu plus perso, tout ça, comme truc perso. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que notre boutique réelle, la boutique que vous voyez ici, là, le décor que vous pouvez filmer, enfin qu'on filme, c'est un truc réel, hein, ça se passe au 85 rue des Rosiers dans le marché Biron. Vous pouvez venir tous les week-ends, du vendredi au lundi. La chaîne YouTube, vous vous abonnez avec le petit pouce bleu qui est en bas. Le compte Instagram, pareil, vous vous abonnez, vous partagez tout ça à vos copains. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à tantôt.